et qui nous sont dévoilés par ces systèmes, qui sont parfois complexes, eh ben, nous permettra aussi d'avoir une idée sur le séjour en hyperglycémie. Est-ce qu'il est bon ou pas bon de rester... Et tout ça, c'est aussi de l'apprentissage. Donc, je pense que effectivement, il n'est pas très bon d'être en hyperglycémie modérée, et surtout, il n'est pas bon de passer de 3 grammes à 0,5. C'est pas bon pour les vaisseaux notamment, et pour éviter les complications cardiovasculaires. Ces fluctuations sont aussi à éviter. C'est ce que Nicolas a très justement appelé l'écartique de ces glycémies. Donc à hémoglobine glyquée égale, il vaut mieux, un peu comme en avion, c'était très bien, je trouvais votre terme de turbulence. Moi qui ai la trouille à l'avion, les grosses turbulences, ça me fiche plus la trouille. Le clapot sur le bassin, ça va, parce qu'on peut aller jusqu'au bord, là, jusqu'aux oiseaux. Mais les turbulences, évidemment, les grosses turbulences, on arrive toujours au bout, mais les grosses turbulences, ben voilà, on n'a plus peur, et je pense que c'est surtout ça. Et ça, on pourra le détecter avec ces outils, et on pourra, avec les systèmes de délivrance continue, épouser mieux ces espèces de courbes pour justement les amortir. Et le fait, s'il y a un message à ramener à la maison aujourd'hui, le fait de comprimer ces turbulences, eh ben c'est ça l'avantage, et c'est ça l'avenir pour l'instant. En attendant, et vous l'avez compris, le fait de boucler la boucle, d'où le nom pour les nouveaux arrivants de cette association, bouclons le diabète, parce qu'on veut boucler cette maladie, et puis fermer la boucle entre le capteur et la pompe, c'est-à-dire entre un système de détection du sucre et puis la pompe, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait se substituer à vous. Mais je pense que ce quelqu'un, c'est-à-dire un système informatisé finalement qui pourrait se substituer à vous, qu'on appelle la boucle fermée, ne sera jamais complètement fermé. C'est-à-dire qu'un automate ne prendra jamais la main, et que le meilleur ordinateur qu'on a finalement, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles, c'est le cerveau, et le fait de se connaître et de pouvoir s'adapter à la situation. Et vous avez vu à quel point Monsieur Pelat a cet ordinateur, voilà. Et je pense que le patient diabétique gardera toujours un œil sur son système, même s'il est doté d'un capteur, d'une pompe. Voilà. Donc je pense que la boucle ne sera jamais complètement fermée, elle ne sera jamais laissée au patient, elle sera toujours semi-fermée. Mais on est sur la voie de cette boucle semi-fermée, puisqu'en fait, vous avez vu que le fait que la pompe se mette en veille, je ne sais plus sur quelle diapositive, le fait que la pompe se mette en veille est déjà la route vers la boucle fermée. C'est déjà la route vers l'intelligence automatique. Et c'est ça la sécurité pour les enfants la nuit, notamment. Je cherche du regard de Madame Lorieux, donc voilà. Ici. Donc le fait que l'enfant, parce que quand on est maman, et on discutait avec une maman tout à l'heure, que l'enfant fasse des hypoglycémies, eh bien c'est une vraie hantise. On est toujours à l'écoute de l'enfant, et là vous voyez que le fait que la nuit, la pompe se mette automatiquement en veille, on parlait tout à l'heure de système semi-intelligent, ben là la pompe elle s'est mise en veille parce que la personne a fait une hypoglycémie. Voilà. Donc la route vers la boucle fermée, c'est celle-là. Le futur, ça sera effectivement qu'en continu, la pompe puisse, donc la délivrance d'insuline par la pompe puisse épouser ces fluctuations glycémiques. La difficulté, beaucoup d'industriels s'y cassent les dents pour l'instant, c'est que ces glycémies, une fois de plus, sont imprévisibles pour des raisons qu'on est en train de découvrir et qui sont l'absorption de l'insuline sous la peau. L'absorption de l'insuline sous la peau. C'est-à-dire que lorsque vous faites 3 unités, elle peut être absorbée vite, pas vite, suivant que vous faites une activité physique. Et le problème, c'est que ça, c'est difficile à maîtriser. Et que la peau, on injecte l'insuline parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais la peau n'a jamais été destinée à recevoir l'insuline. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut, comme l'a dit M. Pelat, modéliser, essayer d'en tenir compte pour que la pompe puisse, enfin que le petit capteur puisse gouverner directement la pompe. Qui n'est pas encore d'actualité. Par contre, ces petits systèmes pourront s'améliorer puisqu'ils vont apprendre eux-mêmes, un peu comme vous, d'un jour à l'autre. C'est des systèmes semi-intelligents qui vont s'enseigner en disant, je me suis planté la dernière fois, quand la glycémie va vers là, 9 fois sur 10, elle va aller vers le haut ou vers le bas. Donc c'est des systèmes qui vont mémoriser les erreurs, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais il y a donc tout le monde est sur le coup, puisque le diabète c'est le type 1, dont la plupart d'entre vous sont porteurs, mais pas seulement. Le type 2 qui arrive au bout des comprimés devient aussi insulino nécessitant.
Et on parlait tout à l'heure des patients de plus en plus de type 2 qui sont porteurs de pompes à insuline. Donc tout ça pour vous dire que l'année prochaine, peut-être qu'il faudra prévoir une salle encore plus grande. Voilà, donc c'est juste des précisions que je voulais apporter et donc dire à M. Lurs que c'est surtout ces fluctuations-là, je crois, qui sont pas bonnes et que l'hémoglobine glyquée est presque désormais dépassée par ces outils où c'est le quotidien, et même plus que le quotidien, c'est finalement la journée minutée qui est regardée. À juste raison, je fais sous pompe et sous capteur, j'arrive à maîtriser ces différents écarts par l'anticipation. Et l'anticipation vient par la mémorisation des différents éléments, à savoir ce que ne peut pas faire pour l'instant un algorithme. Savoir que dans telle situation, je sens que je vais être stressé. De ce fait, je sais que je vais avoir un différentiel au niveau de mon insuline, de mon facteur. De ce fait, j'anticipe. J'évite l'hyper, ce qui n'est pas évident. Par contre, j'évite surtout l'hypo, qui atteint cérébralement l'individu. De ce fait, j'alterne, j'essaie de faire un peu ce qu'on dit professeur Catargie, à travers justement cette élément. Et j'essaie d'anticiper, mais à travers la mémorisation. C'est-à-dire que si je me retrouve dans une situation complexe, j'essaie intellectuellement, de savoir si j'ai déjà connu cette situation, qu'est-ce que j'ai fait, et à travers ça, j'agis. Ce qui évite les écarts, et ce qui fait que, je l'avais dit lors de la conférence, je me retrouve avec une hémoglobine glyquée à 6,9, 6,6, alors que j'étais à 10, parce que j'arrive à anticiper, et surtout grâce à, bon, je ne vais pas l'appeler, mais au navigateur. Alors oui, j'allais vous demander où portez-vous le navigateur. Alors voilà parce que en fait il faut que vous voyez, si c'est au bras ça va. Parce que tous les... Oui, alors notamment... Voilà. Alors voilà le capteur, donc vous voyez qu'il est quand même de taille assez, pour l'instant, assez importante. Et ça, c'est le transmetteur qui envoie les données à la petite boîte, qui est une espèce de petit écran. Je sais que, normalement, donc j'ai anticipé. J'étais à 1 et quelques, j'ai mis, moi c'est moi, 20 et je sais que ça va monter et ça va se caler à 1,9 et ça va redescendre. Pourquoi? Parce que c'est mémoire. C'est mon aspect, c'est mon côté habituel. Chose que ne peut pas faire un algorithme général, qui lui va définir de façon générale. Je crois que l'algorithme, il faut qu'il soit individuel. C'est-à-dire qu'à un moment, vous, madame, qui me regardez avec insistance, bien comme le charme, votre système est différent. Donc vous allez avoir une réactivité différente de la mienne. Donc, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément vrai pour vous. Par contre, le fait d'anticiper, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est ce que m'a dit la préconisé le professeur Catargie. Bon, monsieur... C'est ça, cassez votre ordinateur. Non, je ne casse pas. Ok, merci monsieur Cassi pour tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est-à-dire que quand on est en hypo, lorsqu'on est en hypo, le basal s'arrête automatiquement pendant 2 heures, ça tout le monde l'a compris. Mais lorsqu'on est en hyper, l'insuline ne peut pas être injectée toute seule, enfin avec le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le programme, l'insuline ne peut pas être injectée. Effectivement, pour l'instant, on joue vraiment à la sécurité. Et l'accident aigu, c'est l'hypoglycémie. Vers le haut, il en était question à un moment donné. Il était même question de faire des pompes encore plus intelligentes
qui programmait les bolus. Je mange à 20h, donc je mange à 8h le matin, à midi, à 20h. Je programme mes bolus, 8h, midi, 20h. Mais imaginez que vous soyez bloqué sur la rocade et que la pompe débite. Non, si on est à 3 bars. Oui, j'entends bien, mais oui. Donc, et le problème, c'est autant en hypoglycémie, on peut jouer à la sécurité, autant les montées glycémiques postprandiales, surtout si elles ne sont pas prévues, sont tout à fait difficiles à compenser par l'apport d'insuline. Donc ça, les algorithmes, on pense un jour vont y arriver. Voilà. Donc c'est pas encore d'actualité, pour l'instant on joue vraiment la sécurité à l'hypoglycémie. Un infirmier qui vient à la maison me dit ça se fait déjà. Ah ben oui, vous-même, mais ça ne se fait pas. Automatiquement, comme ça, si c'était le pancréas. Changer d'infirmier. C'est pas le mien. Non, je sais pas. Mais il n'est pas au courant du système. Non, mais c'est pas le mien l'infirmier. C'est pas une honte de dire je ne sais pas. Oui. Bon. Je pense qu'on a déjà bien travaillé et que trop d'informations, comme on l'a dit ce matin, merci, c'est une information. Il ne faut pas apporter trop de choses. Madame Brier, je crois qu'il y a l'Assemblée Générale ou pas. Sinon, je vous dis, est-ce qu'il y a l'Assemblée Générale? L'Assemblée Générale, dès que vous nous aurez parlé des nouvelles technologies. Sinon, pas d'Assemblée Générale. Ah bon. J'allais proposer l'inverse, c'est-à-dire que vous parliez de l'Assemblée Générale et qu'on ne parle pas des nouvelles technologies et qu'on garde ça pour l'année prochaine, ou alors en 2 mots. On parle que chaque année, on change d'année. Alors, en 2 mots, puisqu'il faut aussi parler de l'actuel mais du futur et susciter l'espoir, mais pas non plus un espoir qui ne serait pas raisonnable. Alors, sur le plan du futur, c'est vrai que lorsqu'on propose ces systèmes aux parents d'enfants diabétiques, ce que nous disent les parents, ils nous disent c'est bien joli tout votre attirail, mais moi ce que je veux c'est que mon enfant soit guéri. Je veux pas qu'il porte une pompe, un capteur, même si un jour ça va communiquer, mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux que c'est pas ça qu'ils veulent, et c'est presque sur le ton du reproche, mais on le comprend. Et donc on veut qu'on aille encore plus loin. Alors il y a pas mal de voies de recherche. Il y a la thérapie cellulaire, on appelle ça, c'est-à-dire la greffe d'îlots. Une année, si possible l'année prochaine, on fera venir l'un de mes collègues qui fait de la greffe d'îlots, puisqu'à Bordeaux on n'en fait pas, on ne peut pas tout faire, on s'intéresse à certaines technologies, mais pour l'instant on ne fait pas de greffe d'îlots. Donc la greffe d'îlots, c'est greffer des pancréas et des îlots qu'on a, parce que vous savez qu'au sein du pancréas, qui est une glande qu'on a dans le ventre, il y a les îlots de Langerhans qui sont des cellules qui sont assemblées, et on sait désormais ne pas greffer tout le pancréas, mais simplement les îlots qui vous manquent. Alors, ça pose 2 soucis, puisque c'est des questions qu'on nous pose souvent. D'abord, ça nécessite une immunosuppression, puisque ce ne sont pas vos cellules. Il faut qu'on baisse les défenses de façon à pouvoir accepter ces cellules qui ne sont pas les vôtres. Donc, il y a des complications. Quand on baisse les défenses, on est assailli par les virus, les bactéries, et il y a des complications qui sont parfois beaucoup plus graves que le diabète et les complications du diabète. Donc c'est pas anodin, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut 2 pancréas pour traiter un patient. En l'état actuel du don d'organes, puisque c'est de ça dont il s'agit, on ne pourrait greffer que 2% des patients diabétiques de type 1. Donc, il faut, un peu comme pour les capteurs, limiter les indications, qui se limitent actuellement aux patients diabétiques de type 1 instables et pour lesquels on a besoin de l'insulinosuppression à d'autres fins, notamment pour la greffe du rein. C'est la raison pour laquelle on réserve ces îlots à la double greffe le plus souvent. Donc, double greffe rein-pancréas chez les patients diabétiques de type 1 instables, puisqu'on ne pourrait pas traiter tout le monde. Il faut, si j'ose dire, faire un choix. Ensuite, sur le plan plus personnel, je pense que c'est quelque chose qui est un traitement d'avenir, mais on ne peut pas baser une politique de santé sur les accidents. Puisqu'il faut être clair, les pancréas, ils viennent de quelque part.
C'est la raison pour laquelle aussi on essaie de développer les cellules souches. C'est-à-dire qu'on sait prélever certaines cellules, puisque même en nous, on a certaines cellules de la moelle qui peuvent se différencier et donner des cellules du cerveau, du pancréas. Mais là, il faut savoir comment faire. L'idée est séduisante, mais en pratique, quelle cellule va donner le pancréas? Il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais encore beaucoup de travail. Alors nous, on réfléchit sur d'autres domaines qui sont des voies alternatives. La première, je vous en ai parlé, on part du principe qu'on n'a pas travaillé jusqu'au bout sur les insulines et qu'on peut mettre au point encore des insulines intelligentes et qu'on a la capacité à Bordeaux de faire des recherches dans ce domaine. Alors, la première notion que je vais vous passer rapidement, parce que je ne vais pas vous saouler après tout ce qu'on a entendu ce matin, et surtout après le Château Bonnet, qui était excellent entre nous, c'est le fait qu'on sait faire des polymères, on appelle ça, ce sont des molécules qui se dilatent, et on a réussi, nous, à les faire dilater avec le taux de sucre, et ça contient, donc c'est les étoiles, de l'insuline. Et vous avez compris, ce qu'on essaie de faire, c'est que ces mini-cargos, en fait, qui libèrent l'insuline en fonction du glucose, soient injectés aux patients. Donc c'est une insuline intelligente qui serait gouvernée par la glycémie plasmatique, et donc libérée en fonction du taux de sucre circulant, ce qui éviterait évidemment les glycémies capillaires, les pompes à insuline et le lien entre les deux. Alors, il y a pas mal de travail dessus. Ça, c'est pour vous dire qu'on arrive actuellement à faire ce qu'on appelle des nanopolymères, c'est-à-dire des polymères de très petite taille. Et c'est pas simplement parce que c'est à la mode, vous savez, les nanotechnologies, vous en avez tous entendu parler, mais c'est parce que ça passe, c'est cette histoire d'absorption. Il faut que ça passe dans la circulation. Et vous voyez que nos molécules, là, vous voyez là, ce qu'on appelle l'ADN, c'est ce qu'on a tous dans nos cellules. Vous voyez les virus, eh bien, le monde de la nanométrie, c'est le monde qui est de l'ordre de la protéine, c'est-à-dire c'est des toutes petites molécules qui circulent et qui contiennent l'insuline et qui arrivent à libérer l'insuline de façon glucose dépendante et qui permet de passer sous la peau. Donc je vais passer rapidement là-dessus pour vous dire que évidemment on peut pas, c'est pas pour demain, il faut qu'on soit sûr notamment de la biocompatibilité puisque c'est des injections qui sont quotidiennes et à vie. Donc il faut que ça soit biodégradable et puis il faut que la réponse au glucose, et on l'a vu pendant toute cette matinée, il faut qu'elle soit assez rapide. Dès que le taux de sucre augmente, il faut qu'elle libère l'insuline et au contraire, il faut que ces systèmes retiennent l'insuline en cas d'hypoglycémie. Donc il faut que ce qu'on appelle la pharmacocinétique soit complètement adaptée. Donc on travaille beaucoup aussi là-dessus. Alors Michel me fait oui de la tête puisqu'elle est pharmacienne, donc elle sait de quoi je parle. La pharmacocinétique, tous les médicaments, on s'en soucie pour tous les médicaments. Bon, ça je vais passer, c'est de la chimie, alors on a tous détesté la chimie à l'école, mais quand ça sert à façonner la matière, à en obtenir ce qu'on veut, ça devient fascinant. C'est un monde fascinant, et donc on a une vraie interaction avec nos collègues physico-chimistes de l'École nationale supérieure de chimie et de biologie de Bordeaux, et on dit voilà ce que je voudrais, ils nous façonnent ça, et puis nous en laboratoire, on regarde ce que ça donne, est-ce que c'est bien pour nos patients. Évidemment, on utilise donc des animaux de laboratoire, parce que c'est comme ça avant de l'utiliser chez l'homme pour tous les médicaments, même s'il faut utiliser bien évidemment la vie animale avec beaucoup d'attention et de parcimonie. Là, c'est juste pour vous dire que ces systèmes actuels, qui sont au stade nanométrique, sont basés sur la seule chose qu'on puisse injecter et qui est acceptée partout dans le monde, y compris aux États-Unis, où les autorités de tutelle sont très attentives à la biocompatibilité, c'est l'acide hyaluronique. Et ça, vous en avez tous entendu parler, puisque aux États-Unis, on s'en injecte tous les jours pour les rides. C'est pas pour vous que je dis ça, parce que je dis ça en général, parce que vous rigolez. Et donc nos systèmes sont biocompatibles puisqu'ils sont basés sur cet acide hyaluronique qu'on utilise déjà pour le traitement des rides, vous savez, et qui sont injectés en sous-cutané. Donc c'est vers ça on l'utilise aussi dans les genoux, enfin dans la chirurgie de l'œil, donc c'est quelque chose qui est tout à fait biocompatible. Voilà, donc il y avait ce matin 2 étudiantes qui étaient venues et donc qui travaillent sur ça, donc il y a plein de systèmes sur lesquels je ne vais pas m'attarder ni insister. Par contre, la preuve du concept est désormais faite. On peut évoluer vers une insuline intelligente. Il y aura beaucoup de travail.
Et ce qui est bien, on en parlait tout à l'heure en aparté, c'est que quand on donne des idées, il y en a plein qui les copient. Et tant mieux pour les patients, parce qu'il y a une compétition et, entre guillemets, on se tire la bourre avec beaucoup d'équipes, avec 5 ou 6 équipes dans le monde, notamment des équipes aux États-Unis. Et on espère que rapidement, vous allez pouvoir bénéficier de ces insulines intelligentes qui permettraient de s'affranchir de tous ces calculs complexes dont on a parlé ce matin. Y compris calcul des doses. Et ça, c'est juste pour vous dire, on le voit pas bien, c'est pas moi, c'est notre étudiant, Christophe Ancla, là. Et là, c'est le... Ah ben, désolé de faire la politique. C'est Monsieur Rousset, qui est le président de la région Aquitaine, parce qu'on a été beaucoup soutenu par la région Aquitaine au départ. Mais c'est pas pour ça, c'est qu'en fait, il a reçu le prix de la meilleure thèse de science grâce à ses travaux sur ces polymères qui se dilatent avec le taux de sucre. Donc il était fier comme tout parce qu'il avait reçu un gros chèque, vous savez, comme au loto, un carton, mais c'était un gros chèque simplement en termes de taille, puisqu'en termes de prix, c'était 500 €. Bon, mais c'est déjà pas mal pour un étudiant. Il était parti avec son chèque dans son sac à dos, donc il était fier comme tout, ça dépassait 500 €, voilà. Mais c'était la meilleure thèse de science de la région Aquitaine, et il a été récompensé pour ça. Donc il a travaillé beaucoup avec nous. Voilà, j'ai mis la flèche, c'est lui. Et puis, la deuxième chose sur laquelle... Donc ça, c'est la première voie de recherche, une boucle fermée finalement chimique, avec une insuline intelligente. Nous avons une deuxième voie de recherche qui est un capteur bioartificiel. Alors c'est quoi? Un capteur bioartificiel, c'est exactement les capteurs dont on vous a parlé. Le souci, c'est que les capteurs de glucose actuels, justement, vous avez posé la question à juste titre, ont du mal à détecter les glycémies postprandiales. Vous voyez les différents capteurs, c'est quand on regarde par rapport aux glycémies capillaires, après les repas, ça dérape beaucoup. Pour une raison simple, c'est que vous ne mangez pas que du glucose. Vous mangez aussi des protéines et des acides gras. Et les capteurs de glucose ne détectent que le glucose. Donc, la question, c'est est-ce que nous avons un bon capteur? Et théoriquement, un bon capteur doit aussi détecter les hormones du stress. On appelle ça l'adrénaline, que vous avez tous. Et quand on a du stress, on a de l'adrénaline. Donc il faudrait qu'on détecte le glucose, les protéines, les acides gras, l'adrénaline, les hormones que vous sécrétez juste après le repas. Parce que là, vous en sécrétez en ce moment. On appelle ça le GLP-1, surtout que le repas était excellent. Je vous en remercie, Madame Brier. Donc ça fait beaucoup pour un seul capteur. Mais il y en a un qui réussit à intégrer tout ça, à capter tout ça. Eh ben, c'est la cellule elle-même. C'est la cellule elle-même qui évidemment chez vous manque, mais on réussit actuellement à mettre en culture des cellules bêta que vous avez là-bas à gauche. Voyez, ce sont des toutes petites cellules bêta-pancréatiques et tout ça, ce sont des microcapteurs. Donc les capteurs bioélectroniques sont basés sur la détection par la cellule bêta. Et on est en train, d'une part, de savoir si les signaux, en fait, on les met en culture, c'est-à-dire qu'on les fait pousser sur ces électrodes, et on arrive à amplifier le signal. Ce qui est un tour de force technologique, parce qu'en fait, les signaux, c'est des microvolts. C'est tout à l'heure, c'était des nanomètres, on descend 10 puissance moins 9 mètres. Là, ce sont des microvolts, et c'est un signal qui est si faible qu'il peut être masqué finalement dans le bruit. Vous savez, quand on écoute, on peut être parasité par le bruit. Et là, on travaille avec des ingénieurs qui ont réussi à être à l'écoute de la cellule bêta et à mettre au point ces capteurs bioélectroniques. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est plus proche de nous, on est en train de demander des sous au niveau de l'Agence nationale de la recherche, c'est que ces capteurs nous permettent également, là vous avez des îlots vivants, de cellules de bêta humaines qu'on enregistre avant transplantation. Parce que lorsqu'on fait une transplantation, on ne sait pas si les îlots qu'on va transplanter sont bons. On ne sait pas si on les a bien recueillis, s'ils sont toujours vivants. Et donc là, en les mettant en culture, et vous les voyez là juste avant la transplantation chez un patient, on peut s'assurer qu'ils sont bien vivants et que le patient va en tirer bénéfice. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et je ne parte pas. Il y a l'Assemblée Générale.
l'association vit par vous, grâce à vous, donc parlez de cette association autour de vous pour que tous les ans, on ait autant de succès. Et merci encore de votre présence. Et merci à Madame Brouillet pour l'organisation, à Monsieur Comte de nous avoir accueillis par cette magnifique journée. Bon, ça. Là, c'était des îlots de souris, je voyais bien, il me semblait, oui. Mouse îlot. Sky. Oh, au contraire, vas-y. Le temps que je... Excusez-moi, je vais faire juste une petite publicité. C'est que, bon, je suis attaché de recherche clinique, donc recherche C'est pour clinique. ça. Et, Qu'est-ce que vous voulez? Je vous enlever ce qu'il fallait. et la recherche clinique, c'est ce qui fait avancer tous les traitements en général, et notamment les nouvelles technologies dans le diabète. Et on va avoir on a eu la nouvelle il y a 15 jours. Il va y avoir une étude sur un nouveau type de pompe qui s'appelle les pompes patch. Voilà. J'entends beaucoup de A. Donc, voilà. On en avait déjà parlé l'an dernier. Ça y est, on a eu la confirmation. Cette étude va se faire. Bordeaux va être un des centres investigateurs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat du professeur Katarji pour ceux qui seraient intéressés pour participer à cet essai éventuel. Ou de Nicolas. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, il y aura des critères de sélection qu'on ne connaît pas encore parfaitement. Tout le monde ne sera pas forcément éligible, mais n'hésitez pas à vous rapprocher. Ça sera l'occasion de faire avancer cette mise en route de cette fameuse pompe patch en vue de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et d'utilisation au sens large. Donc c'est en cours de signature réglementaire. Voilà. Oui, mais si c'est pas la peine. Si quelqu'un te le demande, je l'afficherai. Dans une pompe, Si on te demande c'est des là, cathéters. je l'afficherai. Donc les industriels l'ont entendu, et c'est une pompe qui se colle et qui a la taille. Ah, il est parti, monsieur Cassi, on a beaucoup perdu. Mais elle se colle et elle est de la taille du capteur qu'il vous a montré. C'est toi, Michel. Elle se remplit avec une seringue et elle se colle, elle est étanche. Et évidemment, il faut la gouverner. Et c'est avec une télécommande. Mais il n'y a plus de cathéter. Donc on peut se baigner. Et ça sera une étude de qualité de vie, parce qu'on veut qu'elle soit aussi bonne que la présente, mais avec une qualité de vie supplémentaire. Donc les attachés de recherche clinique vous feront remplir, pour ceux d'entre vous qui ont participé à des études, ils vont vous faire remplir ces échelles de qualité de vie, pour savoir si ça vous apporte un plus. Voilà pour la pompe patch. Pour la deuxième chose, mais je laisse la parole à tout à l'heure. Alors je sais plus, mais c'est pour 3 jours à peu près. 0,20, non, c'était. Je sais plus la contenance en insuline, mais c'est à peu près un ml ou un truc comme ça, peut-être un peu moins. Je crois que c'était 2, non? C'était pas 2 Et pour l'instant, c'est pas couplé au capteur. Donc si on a une pompe patch, on est obligé de mettre un capteur de type navigator. Donc ça fait 2 systèmes. On s'en fout, ouais. Pour l'instant, le Il y a déjà 100% n'existe pas, il faut... voilà. Et la deuxième grande nouveauté que je voulais, je passe un peu vite, pour ceux d'entre vous qui ont la pompe, qui ont fait l'insulothérapie fonctionnelle, qui utilisent l'assistant bolus, qui font tout ce qu'il faut, mais qui ont toujours du mal à faire un peu de glycémie capillaire, il va y avoir un coaching à distance par de la télémédecine. Et j'en ai parlé à certains d'entre vous, ceux qui sont dotés d'Android, désolé de faire appel à la technologie encore, mais les jeunes savent de quoi je parle, donc ce sont des systèmes 3 ou 4G ou de l'IBGesta se connectent sur les iPhones. On aura la possibilité de recevoir les glycémies sur l'ordinateur et on se donnera des rendez-vous téléphoniques. Et je vous en parle parce qu'à mon avis, c'est pas simplement une étude clinique comme ça. La télémédecine sera le futur de la médecine, notamment pour que tout le monde puisse accéder aux soins, la démographie médicale étant ce qu'elle est, donc en pleine décroissance. Ça permettra de faire des téléconsultations en plus du face-à-face, évidemment. S'il n'y avait pas le face-à-face, la relation humaine en serait entravée et ça serait dommage pour notre association. Alors ça me fait une transition, Madame Brouillet, pour l'Assemblée Générale. Merci beaucoup. Ça marche, là? Bon, donc comme chaque année, vous savez qu'on doit faire une assemblée générale.
donc c'est l'Assemblée Générale, si j'ai bien compris, sinon M. Leurs, qui a plus l'habitude, saura me rectifier, si l'Assemblée Générale qui doit voter le rapport d'activité et le rapport financier. C'est l'Assemblée Générale aussi qui peut renouveler les membres du conseil d'administration. Donc, on va procéder aux choses officielles en essayant de le faire avec le plus rapidement possible, on va dire, voilà, pour être dans la règle. Donc, je vais rapidement vous lire le rapport d'activité de 2012. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis je donnerai les précisions que je connaîtrai en tout cas. Alors voilà, nous terminons cette journée.